Madame, Messieurs, bonsoir. C'est la canicule, pour ne pas dire la sécheresse. Certains départements du sud-ouest de la France commencent à souffrir et à s'inquiéter des conséquences du manque d'eau. Polémique entre Paris et Canberra sur la reprise des essais nucléaires français. Paris rappelle ce soir son ambassadeur alors que les Australiens éliminent d'office la firme Dassault d'un important appel d'offres. La Bosnie, la tension reste très importante sur le terrain alors que les négociateurs croates et serbes de Krajina devraient se retrouver jeudi à Genève. Et puis enfin, l'augmentation de la TVA, elle provoque la colère des constructeurs automobiles français. Il faut dire que les chiffres en juillet ne sont pas bons. Il fait beau, chaud, orageux parfois, rien d'étonnant un 1er août. C'est même plutôt plaisant en vacances, mais ça peut devenir inquiétant dans certaines régions pour les agriculteurs. Dans l'Aveyron, par exemple, la préfecture prépare des arrêtés pour interdire ou du moins limiter l'irrigation et recommande déjà aux particuliers de ne plus laver leur voiture, de ne pas renouveler l'eau des piscines, d'arroser modérément les pelouses, bref, d'économiser l'eau. Reportage près de Rodez, Isabelle de Lyon et Olivier Combe. Voici le ciel de l'Aveyron tel qu'il se présente depuis plusieurs semaines, régulièrement couvert, mais pas une goutte de pluie. Et voici la terre, les cultures de maïs qui devraient atteindre 2 mètres et ne dépassent pas les têtes d'enfants. Les tiges fleurissent mais ne donnent pas d'épis. Dans le centre du département, zone d'élevage, les fourrages sont jaunes, couleur sécheresse, couleur souci pour les agriculteurs. Il n'a pas plu depuis plus de 2 mois, nous avons récolté qu'une seule fois, et voici par exemple un pied de seconde coupe. La luzerne, ce pied a réussi à fleurir, les quelques rares, voici ce que ça donne. Une luzerne qui normalement devrait être de au moins 50 ou 60 cm de hauteur. Affectés en mai par de grands froids, les agriculteurs ont attendu ces pluies qui, disent-ils, lavent les gelées. En vain. Leur manque à gagner sur les récoltes de printemps est de 30-40%. Celle d'automne s'annonce pire encore. Dans la ferme de Pierre Gaillac, les brebis entament leur ration d'hiver. Depuis 3 semaines, elles ne sont pas sorties. Il fait trop chaud et dehors il n'y a rien à brouter. En pleine période d'agnelage, l'éleveur s'inquiète pour l'avenir. La conjoncture est tellement basse, on ne sait pas aujourd'hui si on va acheter de la nourriture ou vendre des bêtes. Les syndicats agricoles parlent de faire déclarer le département sinistré. La situation n'est pas dramatique, mais devient préoccupante. Depuis le début de l'année, nous avons un déficit pluviométrique de l'ordre de 140 mm. Ensuite, nous avons des températures du mois de juillet qui dépassent les normales saisonnières. Et nous constatons aujourd'hui, sur la plupart des cours d'eau, un déficit des niveaux hydriques de l'ordre de 40 à 50% par rapport aux normales saisonnières. Donc il faut prendre quelques mesures. Les particuliers sont invités à ne plus laver leurs voitures, arroser les pelouses ou changer l'eau des piscines. Bientôt, des arrêtés devraient limiter les pompages dans les rivières, voire les interdire dans quelques zones où l'alimentation en eau potable des villages est menacée. En Dordogne, en revanche, les arrêtés préfectoraux ont déjà été pris ce week-end pour limiter l'irrigation. Une telle sécheresse, dit-on du côté de Périgueux, on ne l'avait pas vue depuis 2 ans. Gilles Marinet et Marie-Pierre Cassignard se sont rendus en Dordogne et en Charente. Du maïs sous un soleil de plomb dans la campagne charentaise, du maïs qui devrait être arrosé et plutôt généreusement par ses rampes immenses, mais les restrictions sont passées par là. Ça, c'est un enrouleur d'irrigation qui, depuis l'arrêté du 25 juillet, est interdit d'utiliser tous les jours entre 10h et 18h par arrêté préfectoral. Donc, à l'heure qu'il est, il est arrêté, on pourra remettre en route que pendant la nuit. D'habitude, il tourne 24 heures sur 24 ? D'habitude, il tourne environ 22 heures sur 24. Certains de ces engins peuvent débiter 80 mètres cubes à l'heure, une consommation énorme puisée dans les cours d'eau et la nappe phréatique, mais jugée indispensable à la croissance du maïs. Pour l'instant, celui-ci ne paraît pas avoir souffert du rationnement. Impression trompeuse, répondent les professionnels, selon qui le dessèchement est déjà à l'œuvre. Aujourd'hui, le maïs n'a pas encore souffert du stress hydrique et ça prendra une dizaine de jours avant que les gens qui passent au bord de la route puissent s'en rendre compte. Autre département du sud-ouest touché par des arrêtés préfectoraux, la Dordogne, où l'on pratique également une irrigation intensive. Là, il n'y a pas de mesure globale, mais des interdits de pompage très ciblés qui vont selon les cours d'eau d'un jour par semaine à un jour sur 2, ce qui inquiète les agriculteurs. En culture de maïs, cela peut être énorme, puisque à cette époque, on peut avoir des pertes allant de 30 à 40, 50%, voire 50% si on coupe l'irrigation à l'heure actuelle. Dans le tabac, c'est à peu près pareil, c'est la même chose pour toutes les cultures, quoi. Et bien évidemment ressurgit la question des indemnisations, car en matière de sécheresse, il n'y a pas de protection spécifique. Non, perte de rendement, on n'a jamais vu d'assurance. Assurance grêle ou tempête, d'accord, mais là, non. Non, rien. Mais en l'état actuel de la sécheresse, la question est de toute évidence prématurée. On s'inquiète de dégâts futurs plus qu'on en constate. Tout dépendra en fait du ciel dans les 15 jours à venir.
Alors sans être alarmante, la situation devient préoccupante également dans le Tarn et le Lot. Le point sur l'ensemble des régions de France avec José Blanc-Lapierre. Pour éviter les pannes sèches de l'été, la nature s'abreuve pendant les mois d'hiver. Gorgée d'eau, elle se prépare à la saison estivale. Bonne nouvelle cette année, fin juin, nos nappes phréatiques étaient pleines, nos barrages et nos rivières prêts à compenser la sécheresse de l'été. Mais la nature est capricieuse. Les pics de chaleur de juillet et donc les pompages intenses pour l'agriculture ont fait basculer certains départements dans la pénurie. Voici les régions à surveiller de près: Languedoc-Roussillon, bassin de la Garonne, Poitou-Charentes, Beauce, Morbihan. En somme, les zones fortement agricoles. Des mesures d'économie ont déjà été prises dans le Lot-et-Garonne, les Charentes-Maritimes, la Loire-Atlantique, le Loiret, l'Aveyron. Si le mois d'août se révélait aussi chaud et aussi sec que le mois de juillet, le nombre de départements où des mesures de limitation modérée des usages de l'eau ont été prises augmenterait forcément. Donc il faut que les Français, que les agriculteurs, qui prélèvent beaucoup en ce moment, soient vigilants et ne prélèvent que ce dont ils ont besoin, qu'ils soient économes. Être économe, c'est donc le conseil de cet été, surtout si vous habitez au sud de la Loire, car nul ne sait ce que nous réserve le ciel du mois d'août, encore moins celui de septembre. Mais pas de panique, un été chaud, rien n'est plus normal, et nous sommes encore loin de la sécheresse de 89 à 92, des années où partout la terre avait soif. Et puis dans les Grisons en Suisse, ce n'est pas la sécheresse qui inquiète, mais les orages. De violentes pluies hier ont causé d'importants dégâts dans plusieurs cantons suisses et dans le Liechtenstein. Et puis beaucoup plus loin, mais aux États-Unis, en Floride, 600 à 800 000 personnes ont évacué la région de Miami. La tempête tropicale Erin est attendue dans la soirée. C'est un ouragan qui progresse à 120 km/h sur l'Atlantique. Charles Millon l'a confirmé devant la commission de la Défense au Sénat, il n'y aura pas d'essai nucléaire dans le Pacifique avant le 1er septembre. La date précise reste secrète pour des raisons de sécurité évidentes. Et alors qu'une flottille de paix s'organise toujours en Nouvelle-Zélande pour faire route vers Mururoa. S'agit-il d'une volonté de transparence des autorités françaises? En tout cas, pour la première fois, Paris publie la liste complète des essais nucléaires réalisés par la France depuis 1960. Au total, 204 tirs, dont 3 ont provoqué un début de contamination. Le détail, Javi Timber. La France n'a rien à cacher et pour convaincre, elle veut aller vite. L'opération Transparence débute la semaine dernière à Mururoa. La presse du monde entier, c'est une première, visite les installations qui seront mises à l'œuvre dans quelques semaines. Aujourd'hui, voit donc s'accomplir la deuxième phase avec la publication intégrale des essais effectués depuis 35 ans. 192 au total, plus que la Grande-Bretagne, mais loin derrière l'Union soviétique et surtout les États-Unis, qui à ce jour ont procédé à plus de 1000 essais. En 1960 et pendant 6 ans, les toutes premières expériences ont lieu en Algérie, en plein Sahara, sur le site de Regan. Mais dès 1966, c'est la Polynésie qui retient le choix des militaires. La plupart des tirs auront lieu sur l'atoll de Mururoa. Jusqu'en 91, il y en aura 163. La technique souterraine est la plus employée. Le matériel nucléaire est logé dans des puits pouvant atteindre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. La radioactivité est confinée. Ce que l'on voit à la surface n'est que l'onde de choc provoquée par l'explosion. Ce type d'essai est inoffensif, explique-t-on encore aujourd'hui. Nous sommes tout à fait disposés à démontrer que les critiques qui nous sont faites, tant sur le plan écologique que sur le plan de la sécurité, ne sont pas fondées. Mais la France a aussi effectué des essais aériens et cela présente des risques. Ce bunker est un ancien PC de tir directement dans l'atmosphère. Autre expérience, dans les années 60 et 70, toujours en Polynésie, des mirages larguent des armes atomiques en vraie grandeur cette fois. Ce genre d'essai a bel et bien laissé des traces. Ça a entraîné simplement une contamination du sol à un niveau suffisant pour qu'on ait jugé nécessaire de le nettoyer. Cette contamination a été complètement retirée et aujourd'hui vous pouvez vous promener sur les parties correspondantes de l'atoll sans aucun risque. Le vrai problème qui n'est toujours pas soulevé et sur lequel il y a un secret défense total, c'est les conséquences des tirs nucléaires sur la santé des Tahitiens. Et là-dessus, la position du gouvernement français ne change pas, c'est le blackout total. Il reste un mois minimum avant la reprise des essais nucléaires français, un mois durant lequel, manifestement, il faudra encore informer.
Et le ton monte entre Paris et Canberra, la capitale australienne, à propos des essais nucléaires. L'Australie a d'abord exclu la société Dassault d'un appel d'offres important sur le renouvellement de ses avions d'entraînement. Exclusion somme toute symbolique, dit-on à Paris, puisque la firme Dassault n'avait pas réellement de chance de remporter cet appel d'offres. Mais une exclusion qui a provoqué le rappel immédiat par la France de son ambassadeur à Canberra pour consultation et la convocation de l'ambassadeur australien au Quai d'Orsay. Bref, le ton est feutré mais ferme entre les deux capitales. Charles Million annonçant d'ailleurs qu'il était prêt à recevoir son homologue australien pour explication. En tous les cas de cause, l'avis des économistes sur les conséquences de cette tentative de boycott un peu partout dans le monde peuvent devenir préoccupantes. Le reportage de Éric Vestiaud et Pascal Pueyo. Cet Alpha Jet ATS de chez Dassault ne sera pas vendu à l'Australie. Le gouvernement de Canberra a exclu le constructeur français d'un appel d'offres pour 40 avions d'entraînement. Un contrat de presque 2 milliards de francs. Le ministre de la Défense australien a lié cette décision à la reprise des essais nucléaires à Mururoa. Mais pas seulement. Selon lui, le constructeur français n'était pas bien placé pour gagner cet important marché. Chez Dassault, on affirme que la qualité des avions n'est pas remise en cause. La décision est avant tout politique, dit-on. Mais depuis plusieurs semaines, les exportateurs français s'inquiètent. En premier lieu, les industriels du luxe. Comme chez ce parfumeur où l'on revient juste d'une mission spéciale en Australie. Si les essais nucléaires sont faits à partir du mois de septembre, je pense que les Australiens seront très sérieux et vont organiser un boycott sur les produits français. Je pense que les premiers produits touchés seront les produits de luxe français, en particulier les vins, le champagne et ensuite les parfums cosmétiques. Au-delà de la zone Pacifique, les menaces de représailles semblent plus limitées. Au Danemark, il y a 3 semaines, la chaîne de magasins Spar décidait de boycotter les produits français. Aujourd'hui, c'est l'échec. La quasi-totalité des 280 supermarchés de la chaîne n'a retiré ni le vin ni le fromage français de ses rayons. Le secrétariat d'État au commerce extérieur a décidé aujourd'hui de renforcer tout de même l'assistance juridique aux entreprises françaises dans ces pays. Nous sommes inquiets puisque nous sommes vigilants et que nous mettons ce système en place. Mais d'un autre côté, en quelque sorte, je vous rassure, pour l'instant, je crois que les consommateurs et leur volonté d'achat sont plus forts qu'un certain nombre de groupes de pression qui, de surcroît, défendent des intérêts bien particuliers. Pour le moment, la sérénité est donc de mise. Mais pour combien de temps encore ? Et pour être tout à fait complet, notez encore que Michel Rocard a été reçu aujourd'hui à l'Elysée par Jacques Chirac. Les entretiens ont porté sur les essais nucléaires, bien sûr, mais aussi sur la Bosnie et le chômage. Michel Rocard avait rendu hommage à la position de Jacques Chirac sur la Bosnie, justement. Enfin, ce sondage réalisé par le CSA pour le Parisien et qui paraît demain, selon ce sondage, 56% des Français estiment que Jacques Chirac a eu tort de décider de la reprise des essais nucléaires contre 25% de pour. Et enfin, 60% souhaitent que M. Chirac revienne sur sa décision. En France, les constructeurs automobiles protestent contre la hausse de la TVA intervenue ce matin. Il faut dire que les chiffres du marché automobile français en juillet s'inscrivent largement à la baisse, avec près de 9% d'immatriculation en moins par rapport à juillet dernier. Luc Bazizin et François-Xavier Bunel. Adieu la TVA à 18,6%. Les tarifs d'août sont arrivés et les constructeurs automobiles répercutent pour la plupart la hausse de 2%. Pour une Peugeot 106 par exemple, le prix augmente de 1000 francs. Français ou étrangers, les professionnels de l'automobile n'ont pas l'intention de rogner sur leurs marges. Nous ne sommes en matière de TVA qu'un collecteur d'impôts. Donc par définition, nous appliquons depuis le 1er août la hausse de 2 points de TVA à 20,6%. Et cela dans un environnement qui est pourtant extrêmement préoccupant, comme vous le savez. Un environnement préoccupant, pourquoi? Tout simplement parce que cette hausse de TVA coïncide avec le changement de millésime qui lui-même correspond à une augmentation de prix en moyenne 1,5% de plus au 1er juillet. Donc les tarifs devraient grimper pour les voitures de plus de 3%. Les constructeurs s'inquiètent d'autant plus que la prime à la casse a fini de jouer son rôle stimulant sur les ventes. On sort d'une période qui était cette fameuse période d'aide à la reprise sur les véhicules de plus de 10 ans et qui ont déjà obligé les constructeurs et leur réseau de concessionnaires à faire des efforts extrêmement importants sur leurs marges et en termes de promotion. Donc demander en plus de ne pas répercuter une hausse qui correspond à 1,7% du prix TTC précédent, c'est beaucoup, c'est énorme et c'est pas possible. Hausse de la TVA et baisse probable des ventes de voitures, une équation difficile pour l'État. Une petite consolation pour le consommateur, rien n'exclut qu'un rabais bien négocié puisse amortir la hausse fiscale.
Et puis dans un autre secteur, celui de la vente par correspondance, les principaux spécialistes ont été surpris par la hausse. Faute de pouvoir la répercuter sur des catalogues déjà imprimés, ils en sont pour leurs frais. Le manque à gagner pour l'ensemble de la vente par correspondance serait de l'ordre de 150 millions de francs pour la collection automne-hiver. Marianne Mas et Gilles Balbastre. La Redoute, c'est 7,5 millions de catalogues pour la collection automne-hiver et déjà une estimation de 40 millions de francs de pertes. Même si tout le secteur de la VPC avait pressenti cette hausse de la TVA, il lui était impossible de la répercuter dans les temps sur ses prix. Le catalogue est imprimé dès mars-avril et il est déjà sorti depuis le mois de juin. C'est ce qu'on appelle un coup dur. C'est un peu difficile à digérer dans la mesure où des métiers comme les nôtres n'avaient pas de possibilité vraiment de réagir à court terme. Nous avons un système en VPC qui est efficace certes, mais qui a des contraintes et l'augmentation décidée très rapidement ne tient pas compte de ces contraintes du métier de la VPC. Cette hausse de la TVA, les VPCistes vont donc la payer au prix fort. Sur un chiffre d'affaires national de 50 milliards de francs, la perte est estimée à 150 millions. En France, un foyer sur deux utilise la VPC. La TVA bloquée à 18,6, cela va peut-être les inciter à acheter plus qu'avant. Ça sera difficile d'acheter plus parce que je suis déjà bonne cliente. On peut profiter de l'occasion pour commander des choses qu'on aurait remis à plus tard et qu'on avance un peu, oui, c'est sûr. On peut toujours marcher la concurrence, c'est une raison de plus de toute façon. Si le secteur prévoit bien sûr de répercuter la hausse sur le prochain catalogue, en revanche, il n'est pas question de demander des compensations aux clients. On répercutera certes, mais nous ne ferons pas de compensation par une augmentation exagérée dans la mesure où nous sortirions des prix de marché, que la concurrence est vive entre la VPC et d'autres circuits de distribution et qu'il est hors de question de prendre un risque en matière de prix sur les produits. 150 millions de pertes sèches pour un secteur qui vient de traverser un début d'année difficile. Les professionnels espèrent aujourd'hui que ce coup dur va au moins leur permettre de doper les ventes. 8 jours exactement après l'attentat à la station Saint-Michel, un attentat qui a fait 7 morts et 84 blessés. Les syndicats de la RATP ont voulu rendre hommage aux victimes de la bombe. Ils l'ont fait symboliquement, vous le voyez, en déposant une gerbe. Il faut savoir qu'une quinzaine de personnes sont toujours hospitalisées et 3 sont actuellement encore en réanimation. L'enquête de la police judiciaire, elle se poursuit et les appels se multiplient après la publication des 3 portraits robots par le ministère de l'Intérieur. 400 appels en tout sont déjà parvenus aux services de police et de gendarmerie. Comment procède-t-on pour établir ce genre de portrait robot? Explication avec Agnès Varamian qui s'est rendue à la section de recherche de gendarmerie de Versailles. Établir un portrait robot a d'abord été pour les gendarmes un travail artisanal. Pendant des années, l'adjudant Viau a assemblé différents types de fronts, de regards, de nez et de bouche dessinés sur papier. Des éléments qui sont informatisés depuis 3 ans. Le programme s'appelle SOSI 2. Pour nous, l'adjudant s'est prêté à une simulation. Il est la personne recherchée, le témoin est fictif. Il avait une moustache de couleur châtain et assez fondue. Est-ce qu'il avait le visage plutôt ovale ou plutôt de forme carrée? Plutôt ovale, assez étroit. Les cheveux. À l'aide de ces éléments, il s'agit de rechercher la forme de visage, d'yeux ou de sourcils les plus proches de la réalité. Mais pour recueillir ces descriptions, il faut souvent faire vite. C'est comme celle-là, là, tout en haut à droite. La personne, quand elle voit son agresseur, par exemple, reçoit un flash. Et ce flash reste imprimé dans la mémoire un certain temps. Il ne faut pas dépasser en gros 48 à 72 heures. Sinon, certains éléments du visage qui peuvent être déterminants peuvent s'effacer. Après différentes corrections, c'est souvent un détail qui permet à un portrait robot d'être fiable. Ici, des lunettes et un grain de beauté. Une fois le portrait exécuté, la décision de les diffuser peut être délicate. À partir du moment où la personne nous dit qu'il y a à peu près 70% de réussite, de ressemblance du portrait robot. Si c'est en deçà de ces 70%, si on tombe à 50%, on ne diffuse pas le portrait robot, c'est juste une aide simple, une aide d'enquêteur. Un portrait robot est rarement aussi ressemblant que celui-ci. Et pourtant, il est souvent au départ un des éléments dont les enquêteurs attendent le plus. Les mesures de sécurité restent bien sûr en vigueur partout en France, dans les gares, les aéroports et tous les lieux publics. L'une de nos équipes, Thierry Curté et Alain Poirier, ont pris le TGV cet après-midi entre Paris et Lyon. Les gares de Lyon qui ont par 2 fois hier été évacuées à la suite d'alertes à la bombe. Reportage. 13h32, dans une gare de Lyon bondée, on vient de signaler ces 3 valises apparemment abandonnées depuis plusieurs minutes. Aussitôt, la police ferroviaire intervient. Première mesure, éloigner les passagers les plus proches. On fait passer un appel et on fait le périmètre de sécurité.
Simultanément, les haut-parleurs annoncent la découverte. En 2 minutes, sans heurts et sans angoisse apparente, les voyageurs évacuent les lieux. Encore 1 minute et le propriétaire des bagages est retrouvé. Il ne s'était éloigné que de quelques mètres. Tout rentre dans l'ordre. La gare de Lyon connaît une dizaine de cas semblables tous les jours depuis l'attentat. Les mesures de sécurité semblent parfaitement acceptées. Les TGV sont taqués 15 minutes avant le départ. C'est au moment de ce va-et-vient dans les rames qu'ils sont le plus vulnérables. C'est donc l'instant le plus surveillé. Et puis, juste avant la fermeture des portes... SNCF vous invite, pour votre sécurité, à ne pas laisser vos bagages sans Les surveillance. portes se referment. Le contrôleur devient alors le seul maître à bord. Et les passagers ne s'en inquiètent pas. De notre point de vue, il n'y a aucune psychose, il y a de l'angoisse. Moi, j'en ai senti aucune chez les enfants. Et d'ailleurs, moi, ils sont en train de me demander pourquoi est-ce qu'on nous pose la question. Il y a quand même eu un attentat sur je ne sais pas combien de déplacements en train, en métro, etc. Donc c'est tellement infinitésimal qu'on ne va pas changer ses habitudes pour ça. Arrivée gare de la Part-Dieu, sans encombre, sans retard. Une gare qui hier a été totalement évacuée suite à 2 menaces d'attentats simultanés. Là aussi, tout s'est déroulé dans le plus grand calme. Le chef de gare en est encore tout étonné. Actuellement, on vit une période où il y a des risques, donc il faut absolument prendre des mesures de sécurité. Je crois qu'ils sont conscients de ce phénomène et ils ont accepté parfaitement de quitter la gare dans le calme. L'attentat est encore dans toutes les mémoires. Reste à savoir comment seront vécues ces mesures de sécurité lorsque ce souvenir s'estompera. La Bosnie, le médiateur européen Carl Bildt a été reçu pendant près d'1h30 à l'Elysée par Jacques Chirac. Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères et le général de l'Aprel étaient également présents à cet entretien. À sa sortie, il a indiqué que les différentes options militaires avaient été examinées avec le président Chirac, tout en précisant qu'il devait y avoir un règlement politique au conflit, même si ce règlement n'était pas pour demain. Sur le terrain, les combats semblent avoir cessé d'intensité autour de la poche de Bihac, même si pour la première fois, les forces serbes de Krajina ont bombardé le sud de la Croatie. Jacques Merlino. 4 jours après avoir subi une sévère défaite dans l'ouest de la Bosnie, les Serbes sécessionnistes contre-attaquent. Leur chef, le général Mladic, ici en Bosnie centrale, a de nouveau ordonné des bombardements sur Sarajevo. Plusieurs roquettes sont tombées aujourd'hui dans le centre de la capitale bosniaque. Mais c'est à la frontière de la Croatie que les combats les plus violents se déroulent actuellement. Serbes et Croates s'affrontent dans des duels d'artillerie de grande envergure et 3 avions serbes ont bombardé les troupes croates près de la ville de Graovo. Dans toute cette région, les villages à population serbe se sont vidés. Plusieurs milliers de réfugiés sont en route pour Knin. Dans cette bataille, les Croates ont lancé des forces importantes. Plus de 10 000 de leurs soldats, que l'on voit ici à l'entraînement, sont entrés en Bosnie la semaine dernière pour contrer la menace serbe sur Bihac. L'armée croate est donc maintenant reconstituée. Le 30 mai dernier, dans Zagreb, elle défilait devant le président Tudjman. Une armée qui compte actuellement 80 000 hommes, 500 tanks, 800 pièces d'artillerie, plus de 30 hélicoptères de combat, des missiles longue portée et une vingtaine de chasseurs bombardiers. Alors nous allons retrouver sur place à Split en direct notre envoyé spécial Laurent Boussier. Laurent, est-ce que vous avez des dernières précisions sur la situation sur le terrain déjà ? Écoutez, aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait pas eu d'attaque ou de contre-attaque significative, simplement, comme le disait Jacques Merlino, des duels d'artillerie, mais des duels d'artillerie qui ont aussi changé d'ampleur, puisque les Serbes de Krajina ont réussi, après 3 jours, à amener près du front des canons de 155 mm avec lesquels ils bombardent, ils tirent sur les positions qu'ont conquises les Croates il y a quelques jours. On a quand même appris quelque chose aujourd'hui, c'est que l'armée bosniaque, à majorité musulmane, menait dans la même région des opérations militaires. C'est le 7e corps bosniaque, mais sur ces combats-là, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations. Alors Laurent, on sait que les ambassadeurs de l'OTAN sont réunis à Bruxelles. On sait également que les représentants des gouvernements croates et des autorités serbes pourraient se réunir donc jeudi à Genève. Comment est-ce qu'il faut interpréter cette reprise, cette violence des combats dans la région de la poche de Bihac ? Écoutez, ce sont des offensives qui sont à la fois diplomatiques et politiques et à la fois militaires. Le but avoué des Croates, c'est effectivement d'aider par des offensives leurs alliés musulmans qui sont en difficulté à Bihac. Mais il semble quand même que les Croates en profitent pour régler quelques comptes à leurs ennemis directs qui sont les Serbes de Krajina. Alors là, il y a une voie négociation, une voie politique. Ils veulent peut-être les amener à négocier. Ça marche, puisque, comme vous venez de le dire, ils vont se rencontrer, les Croates et les Serbes de Krajina, jeudi à Genève. Et puis, il y a aussi peut-être une voie purement militaire,
peut-être les Croates, avec leurs alliés bosniaques, se sentent aujourd'hui assez forts pour battre militairement les Serbes. Et là, on risque un embrasement général de tous les fronts. Merci Laurent. Et puis je vous livre une dernière précision. Le président serbe Milosevic a demandé officiellement ce soir au président bosniaque et au général Mladic, qui dirige les forces serbes bosniaques, d'arrêter les hostilités et de conclure la paix. Le père Venceslas restera en prison. Le prêtre rwandais accusé d'avoir participé au génocide dans son pays en 1994 est maintenu en détention. C'est ce que vient de décider le juge d'instruction de Privas dans l'Ardèche après une très longue audition. Didier Guyot et Philippe Boisserie. Encadré par des policiers et menottes au poignet, le père Venceslas a quitté tôt ce matin la maison d'arrêt de Privas pour venir s'expliquer devant le juge d'instruction. En présence de ses avocats, il a pu donner longuement sa version des faits, car selon lui, au Rwanda règne actuellement vengeance et délation permanente, et à travers lui, c'est l'Église que l'on cherche à souiller. Sur les circonstances dans lesquelles, à l'heure actuelle, au Rwanda, les témoins sont extrêmement sollicités pour fabriquer des accusations qui mettent en cause soit des personnes qui étaient proches du pouvoir antérieur à avril 1994, soit des personnes qui sont proches de l'Église catholique du Rwanda. S'appuyant sur une cinquantaine de témoignages, la justice française reproche à l'ancien prêtre de Kigali d'avoir livré des réfugiés Tutsis aux miliciens Hutus. On le soupçonne également d'avoir violé de jeunes Rwandaises. En septembre 1994, il trouvera refuge en Ardèche comme vicaire à Saint-Andéol. Mais on retrouvera sa trace et le voici désormais mis en examen pour génocide. Il y a quelques instants, malgré 10 heures d'explication, le juge d'instruction lui a signifié sa mise en détention. Il se retrouve à nouveau ce soir derrière les barreaux. Le parquet, lui, avait réclamé sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Ce soir, les familles des victimes s'estiment satisfaites. La justice semble prendre au sérieux leurs témoignages et une enquête internationale est désormais en cours. Une très bonne nouvelle pour les amoureux du Solex. Le bon vieux Solex est de retour. Sa production avait été arrêtée en France en 88. Depuis quelques mois, elle a repris. Elsa Margot. Le Solex nouveau est arrivé. C'est dans un atelier de montage d'Évreux, dans l'Eure, que le S3800, alias Solex, a fait peau neuve grâce à une société française, Impex Products. On nous demandait sans arrêt, vous aviez un Solex en France, c'était fantastique, nous le regrettons, si on pouvait le retrouver, on pourrait le vendre dans notre pays. Et donc on s'est mis à la recherche de l'ancien vélo Solex et nous avons retrouvé sa trace en Hongrie. La chaîne de fabrication, rachetée par une société hongroise en 88, produit toujours le cadre et le moteur. Mais l'assemblage se fait à Évreux. Le Solex reste donc bien français. C'est d'ailleurs ce qui fait son succès à l'étranger, car le Solex est destiné à l'exportation, avec des adaptations selon les pays, vitesse réduite à 20 km/h en Allemagne pour éviter le port du casque et cadre renforcé en Afrique pour le transport des marchandises. En France, avec une consommation de 1,4 litre au 100 et un prix inférieur à 4 000 francs, on compte sur le côté économique et rétro pour séduire les jeunes. Ça touche toute génération. On a tellement entendu nos grands-parents et nos parents nous dire le vélo Solex, le S3008, c'était quelque chose d'assez fabuleux pour eux à leur époque. Donc je pense que c'est assez sympa de pouvoir rouler sur l'engin auquel nos parents ont fait leurs premiers essais de 2 roues. Et pour les nostalgiques, le Solex reste synonyme de flânerie le long des routes. Tous les beaux souvenirs sont toutes les côtes de France que j'ai faites sous le soleil. Je n'ai jamais compris que je puisse arriver un jour à ne plus pouvoir acheter un nouveau Solex. Ça me traumatisait beaucoup. Et maintenant alors? Maintenant, non, ça me traumatise moins. Maintenant, je sais que c'est l'âge qui m'arrêtera. Le Solex, lui, repart peut-être pour 50 ans de carrière. Rien ne va plus sur les plages de Nice. Entre les vendeurs ambulants et les plagistes, la guerre fait rage une nouvelle fois dans l'univers impitoyable de la Croisette. Sandra Smith et Éric Georgeau. The king of the watermelon is here. Tous les ans, le roi de la pastèque marque son territoire sur la plage publique de Nice. 10 francs pour une bouchée gorgée de soleil, c'est le filon de l'été. Seulement voilà, les rois ont fait des émules et les marathoniens du Galet sont de plus en plus nombreux, même si ces ventes ne sont pas autorisées. Bonjour les autres. Avant que la police ne m'arrête, que le soleil ne nous tombe sur la tête, les brochettes de l'espace, présentées par Stéphane. La police municipale m'embête. Pourquoi? Elle m'a dit c'est interdit. Voilà, c'est tout. Moi, je ne suis gosse à nourrir, hein. C'est tout. Exactement. Normal. Je ne vole pas, je l'achète. À mon argent, j'y vends, c'est tout.
Je vole pas, c'est tout. Mais les amendes et parfois la confiscation de la marchandise n'arrêtent pas ces glacières ambulantes. Il faut dire que le client est bon public. C'est vraiment sympathique. En plus, si tu la coupes. Oh, que c'est gentil. Mais ce folklore n'est pas du goût de tout le monde. À quelques pas des mangeurs de pastèques, la buvette de la plage privée, qui avait l'habitude d'abreuver les touristes du côté public, ne fait plus recette. Les plagistes niçois, qui payent des charges et vendent plus cher, n'arrivent pas à suivre. J'imagine que moi, je mette mes tables sur la promenade des Anglais, que je vende en totale illégalité. Au bout de 3 minutes, ou on me met à l'asile de fous, ou on me met les menottes. Donc ces gens-là, pourquoi on les tolère? Des lunettes au paréo, tout s'achète sur la plage. Une dérive que les professionnels aimeraient freiner, même si ce grand capharnaüm fait un peu partie du décor des vacances. Coca-Cola, spaghetti, couscous, macaron. Allô, allô. Birra, birra, Coca-Cola. C'est tout. Au revoir. Arrivederci. Bon voyage. Massage avec le massage. Bye bye. Au revoir. C'est notre chronique de l'été sur France 2. Cette fois, Valérie Fourniou et Hervé Pozzo se sont rendus à Aulus-les-Bains, dans l'Ariège, pour assister à la première rencontre entre un bambin de Toulouse et un cheval. Le bambin s'appelle Gabriel, il a 6 ans et demi et il s'y croit un peu. Quel âge vous avez, hein? 6 ans. Ces chevaux-là, ils sont gentils, ils tapent pas, hein. Ils mordent pas, vous pouvez passer derrière, il n'y a pas de problème. Là où vous devez faire attention, c'est à vos petits pieds. C'est au toucher que les peurs disparaissent. Sensation nouvelle pour ces petits citadins, toute la colo s'agite. C'est lequel qui... Frétille d'impatience. C'est lequel qui court le plus vite? C'est Vaillant. Il y en a au fond. C'est le plus beau, il court plus vite. Mais... Ouais, c'est Vaillant qui court le plus vite. Ouais. Tu vas aller le voir? C'est Thomas qui l'a. Et en plus, c'est le plus pourri. C'est vrai, il est vieux? Non, c'est au côté, il est pourri. Tu vois? Les défauts, c'est pour le cheval du copain. Le mien, il a déjà fait pipi. Tu vois, Thomas, il a déjà fait pipi. C'est lui, Vaillant, il court le plus vite. Fais gaffe. Tu t'accroches à moi. Fier, Gabriel, de conduire une fille. Ouais, accroche-toi très fort. C'est toujours moi le dernier, Manu. Ne me lâche pas, je t'ai dit. C'est pas grave. Faut pas que tu tombes. Hé, il y a les Indiens qui sont passés par ici. Attentionné et un peu cabot. Je suis musclé, moi j'ai pas peur de tomber parce que je m'accroche. C'était l'histoire d'une rencontre entre un petit homme et un cheval. On est arrivé, on est arrivé. Je recommence, je vois le truc. Ouais, mais on va la refaire. Gabriel est aux anges. Il a été gentil mais polissant. Tu ne connaissais pas? La plus pure des rencontres et la plus simple aussi. Tendresse. Mais maintenant je le connais, alors il me connaît à moi aussi. Je m'appelle Gabriel, tu me connais maintenant? Alors, et ben moi aussi il me connaît, mon cheval. Peut-être qu'il te connaît pas, il connaît que moi, parce que c'est mon cheval lui. Allez, viens! C'est le 8e rallye Paris-Cap-Nord, un rallye de 12 000 km jusqu'au soleil de minuit, mais un rallye très particulier puisqu'il s'adresse aux petits budgets et aux petites voitures de la 4L à la 2 chevaux. Mathieu Huchet. Pour participer à ce raid Paris-Cap-Nord, pas besoin de casque ou de combinaison anti-feu, le short et le t-shirt suffisent. De toute façon, pratiquement aucune des 55 voitures au départ ce matin ne dépasse les 130 km/h. 2 chevaux, 4L, Renault Diff serait détaillé sur mesure pour les petits budgets. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un mois, ça appartenait à une personne qui est décédée, et puis les héritiers voulaient la mettre à la casse. Alors je leur ai proposé de la reprendre, et ben ils m'ont laissé pour 500 francs, c'est une bonne affaire, j'ai eu plus qu'à la remettre en route, et puis voilà, c'est parti pour le Cap-Nord. Pas de chrono donc, ici on prend son temps. Les inscrits viennent pour découvrir les paysages de la Scandinavie. Au cours de leur périple, ils devront même réaliser des reportages photos qui rentrent en compte pour le classement final. Lorraine, avec 3 participations, est une habituée. L'intérieur de sa 2 chevaux est une véritable caverne d'Ali Baba. On a un porte-bonheur américain, ça s'appelle une roue à rêve. On a les souvenirs des précédents raids. On a ici la CB pour contacter les autres raiders, discuter, s'amuser, puis poser une question de sécurité aussi. Et sinon, tout le reste derrière, les affaires de camping, le réchaud, le duvet, la tente, tout pour être autonome pendant un mois.
Autre habitué du raid, ces deux Finlandaises, non, elles ne sont pas jumelles, qui seront une nouvelle fois les mascottes de l'édition. Mais la nouveauté cette année, c'est la participation d'une famille tout entière. Depuis plus d'1 an, ce sont les enfants qui ont recherché les sponsors pour les financer. Si tout se passe bien, ils pourront admirer tous ensemble le fameux soleil de minuit, le 12 août prochain. La course en solitaire du Figaro, première étape entre Arcachon et Kinsale en Irlande et première difficulté pour Philippe Poupon sur Fleury-Michon, classé pour l'instant à la 8e place, loin derrière Philippe Vaccario. Laurent-Frédéric Bollet. Dans le civil, le skipper de ce bateau est ingénieur chez Thomson. Mais au mois d'août, il se métamorphose en bête de course, en marin redoutable. Philippe Vicario crée en effet la surprise lors de cette première étape de la solitaire du Figaro qui conduit les concurrents d'Arcachon à Kinsale en Irlande. Vicario, leader surprise d'environ 13 000, pas mal pour un amateur de 35 ans qui se permet de défier un certain nombre de vieux loups de mer. Et en particulier, celui-ci, Philippe Poupon. Parti en tête, Poupon bute dans le golfe de Gascogne où les vents, sur la route qu'il a choisie, sont faibles et instables. Poupon qui ne pointe maintenant qu'en 8e position. D'autres sont donc toujours à l'affût. C'est le cas de Jean Le Cam, pointé au 3e rang. C'est un de ceux qui file le plus vite, à plus de 6 nœuds de moyenne. Attention à la remontée. En tout cas, l'arrivée est encore loin pour tous ces barreurs. Ils ne sont pas prêts de voir la terre dans leurs jumelles. Il reste environ 320 000 et presque 30 heures de course. Tout peut donc arriver dans une épreuve où l'on annonce des orages pour cette nuit. Tout va bien pour Michael Schumacher après sa victoire sur le Grand Prix d'Allemagne. Il s'est marié ce soir dans sa ville natale de Kerpen. L'heureuse élue se prénomme Corinna Betsch. Il s'agissait du mariage civil. Le mariage religieux se déroulera samedi dans une chapelle près de Bonn. Et ce sera bien sûr un très grand événement en Allemagne. Voilà, puis une dernière information avant de refermer ce journal. Un Tunisien porteur de documents liés à la fabrication d'engins explosifs a été arrêté tout à l'heure dans le métro lors d'un contrôle de routine en marge de l'enquête sur l'attentat du RER. On ne sait pas donc pour l'instant si cette arrestation a un rapport direct avec l'attentat dans le RER. Elle n'a pas été confirmée de source officielle. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Laurent Romeshko qui nous annonce encore du soleil. Le cinéma à 20h50 avec un très beau film, Tandem, de Jean Rochefort et Gérard Jugnot. À 0h30, le dernier journal de Florence Dechet. À 13h demain, bien sûr, vous retrouverez Daniel Villalian. Et puis moi, je vous retrouverai demain soir vers 20h. Bonne soirée sur France 2.